Bonjour mesdames et messieurs, Radio Jojo à l'appareil. Aujourd'hui, chronique littéraire. Je vous parle aujourd'hui de la création des identités nationales, avec un petit sous-titre Europe 18e, 19e siècle, écrit par Anne-Marie Thiès. C'est un livre qui est édité aux éditions, Point, dans la catégorie Histoire. C'est un livre qui pèse 290 pages, on va dire, voilà, 290 pages. Donc qui est écrit par Anne-Marie Thiès. Alors Anne-Marie Thiès, elle n'a pas de Wikipédia, donc pour la présenter rapidement, on a trouvé un petit profil sur Babelio, où on nous explique qu'elle est titulaire de 2 doctorats en lettres, et que depuis 1991, elle est directrice de recherche au CNRS. Hein. Donc elle a fait beaucoup d'articles dans les revues scientifiques, hein. Si vous la googlez, vous trouverez plein de trucs dedans. Et elle a écrit en 20 ans 6 livres qui traitent au sens large un peu de ce qu'on va voir, c'est-à-dire de la culture populaire, de la construction identitaire, ce genre de choses. Voilà. Elle est ancienne élève de Normal Sup, et donc elle est directrice de recherche au CNRS en philosophie et littérature. Voilà. Et elle a écrit beaucoup de livres. Alors, on a celui-là, et si vous cherchez, vous en trouverez d'autres. Ils apprenaient la France, voilà, ça je pense que ça doit traiter de l'école républicaine au moment, enfin à peu près concomitant de la période qu'on va aborder là, écrire la France, voilà. La fabrique de l'écrivain national, faire les Français, elle a écrit. Ce genre de choses. Donc ça c'est un livre qui a été publié en 1900, non pas en 1900 je pense, plutôt en 2000, je vous dis quelque chose. Nanana. Donc, alors, Vers les Français, qui était son livre précédent en 2010, et ça a été édité en. Si, non, c'est avant, c'est l'avant-dernier, voilà. Ça a été édité en 2001. Voilà. Donc voilà, on va voir ce que nous dit notre ami Madame Thiès sur la création des identités nationales Europe 18e, 19e siècle. Dans ce livre, Madame Thiès nous parle donc de la construction, la création des identités nationales. Ce qu'elle explique en fait, c'est que l'idée de nation, c'est une idée qui est née de la Révolution. Hein, c'est une fabrication politique. Elle le dit précisément, page 11, hein, la nation existe quand une poignée de gens le déclarent et décident de le prouver. Hein, ce qui fait que de ce fait, pas de nation avant le XVIIIe siècle au sens politique du terme. Donc, l'idée nationale fait partie de la révolution idéologique, hein, qu'on a, qui est concomitante de concomitante de la Révolution française, et qui va se développer dans toute l'Europe courant 19e. Donc c'est vrai que là, il y a une révolution idéologique qui se déroule à ce moment-là en Europe. Et le point de Madame Thiès, c'est de dire que la construction des identités nationales, en fait, elle diffère de l'histoire officielle, entre guillemets. Donc c'est vrai que là, on peut se poser la question, ce que c'est l'histoire officielle, puisqu'elle est directrice de recherche au CNRS. Donc on va pas se dire qu'elle n'est pas dans l'histoire officielle, elle. Donc en fait, c'est plutôt... elle met en avant en fait qu'il y a une espèce de discours général versus un discours de gens qui ont creusé le sujet. Voilà. Alors c'est ça qu'elle appelle l'histoire officielle, on dira le discours général. Voilà, où en fait ce qu'on raconte au grand public, donc l'histoire officielle qu'on nous raconte, hein, donc pour la France on va dire les Gaulois qui seraient devenus des Français, ça en fait c'est issu d'une construction au 19e siècle. C'est-à-dire que il n'y avait pas forcément avant il n'y avait pas forcément de roman national, on va voir pourquoi. Juste après d'ailleurs, il n'y avait pas vraiment de roman national qui expliquait l'origine des Français jusqu'aux Français du XXe siècle. Il n'y avait pas. Parce qu'il n'y avait pas de nation. Avant, il y avait des royaumes. Et en fait, c'est ça la différence, c'est qu'une nation, elle ne se définit pas par la soumission à un souverain commun, hein, pour la France, ou à la dépendance d'aléas historiques et militaires. Et là, je pense par exemple beaucoup aux empires centraux, notamment à l'empire Habsbourg, hein, donc, qui a une partie très prenante, très, très importante dans le livre. Parce que c'est là en fait on retrouve un nombre de pays croissants de l'Europe centrale et de l'Est qui ont émergé. Donc voilà, la création des identités nationales en Europe, c'est beaucoup quand même voilà, l'empire Habsbourg qui éclate.
Donc, globalement, elle retient la façon de construire les identités, de construire le patrimoine national en se basant sur le plan d'un historien tchèque qui s'appelle Roche, enfin, je ne sais pas si je le dis bien, et qui décrit ça en 3 phases. Il y a une première phase, c'est la phase A, c'est la récupération de la culture nationale par les lettrés. Ensuite, il y a une phase B, c'est une phase d'agitation patriotique. Et enfin, il y a une phase C, c'est une phase de culture de masse. Voilà. Donc en fait, on a récupéré le patrimoine, on l'a quelque part exalté et monté au pinacle pour, pour en faire des symboles. Et ensuite, à la fin, on a, comment dire, on l'a utilisé pour pouvoir faire du commerce pour tous les gens et pour le rendre, pour le vulgariser, le banaliser pour la population générale. Voilà. Et donc ça, c'est 18e, 19e. Ça correspond bien à la révolution industrielle et, et voilà, jusqu'à l'orée du XXe siècle, on peut le dire. La phase A, donc c'est la phase qu'on pourrait appeler la définition du patrimoine commun. Ce qu'il faut bien se remettre en tête, c'est qu'au XVIIIe siècle, c'est la culture française qui est dominante, hein, donc la culture aristocratique française, hein, je pense qu'on peut le dire, elle était référente. Je rappelle voilà, rapidement que on parlait français hein, dans toutes les cours d'Europe, que c'était le français qui était jugé comme la plus belle langue, la plus belle culture, les meilleurs penseurs du XVIIIe, voilà, c'est des Français. Enfin, on a Rousseau en particulier qui est pas vraiment français, mais bon, voilà, quand même. Et, tout, en fait, la France avait culturellement dominé l'Europe à ce moment-là. Donc, faut pas oublier. Donc, elle le précise pas vraiment, mais c'est quand même un point qu'il faut pas oublier parce que ça a toujours existé, notamment dans notre pays, c'est que il y a une séparation entre le peuple et les élites. Donc là, c'est vraiment, quand elle dit la culture française était dominante, c'est la culture aristocratique française pour les autres aristocraties dans l'Europe. Et surtout, elle avait un caractère, cette culture française, c'est qu'elle se jugeait indépassable. C'est-à-dire qu'on était au top et que en fait personne ne pouvait nous dépasser, quoi. Hein. C'est vrai que c'est un trait de caractère qu'on a. On est toujours un petit peu, voilà, ce qu'on dit chauvin là. Mais bon. Et donc, en fait, dans les autres pays, au bout d'un moment, bah, il y a eu une réaction par rapport à cette domination, ce qui est logique. Et il y a pas mal de philosophes d'autres pays qui ont conclu que pour s'émanciper de cette emprise-là, cet écrasement culturel français, en fait, il fallait reconstruire le passé. Fallait revenir en arrière et dire non, mais nous, on a notre propre origine, on a notre propre patrimoine, et on va le reconstruire, le glorifier, et ça va permettre par là de contester la domination française en fait. Et ça, c'est la genèse de l'idée de nation, on peut dire. C'est le premier pas qui mène vers l'idée nationale. C'est-à-dire que sans patrimoine commun, il n'y a pas de nation en fait. Parce que la nation, en étant laïque et en étant comment dire, en hissant l'héritage commun historique au-dessus de toute autre appartenance de groupe, hein, donc que ce soit la religion, le sexe ou une classe sociale, ce que vous voulez, une corporation par exemple. En faisant ça, en fait, elle permet de surplomber de surplomber le peuple, de donner un horizon commun, un intérêt collectif également. Et donc, par ce biais-là, par cette façon de voir les choses, on peut remettre non seulement en cause le modèle de domination de la culture française, mais on peut aussi, quelque part, exprimer quelque chose de nouveau. Hein. Et donc ça correspond bien à l'idée du temps qui était des idées révolutionnaires. Alors, le patrimoine qu'il faut avoir pour pouvoir se targuer d'être une nation, évidemment, il est, comme je le disais, il y a une espèce de liste à remplir. Parce que c'est une construction. C'est pas quelque chose qu'on nous a légué vraiment depuis le début, c'est une construction. Donc la liste, c'est la suivante, hein, je vous dis, donc il faut qu'il y ait une continuité avec les grands ancêtres. Donc ça, par exemple, nous, c'est notre roman national qui va jusqu'aux Gaulois. Hein. Il faut une série de héros nationaux. Ah, donc nous, on en a plein. Ça va de Gaulle à, je dirais, Clovis, en passant par Jeanne d'Arc. Hein. Une langue, des monuments, un folklore, des hauts lieux, un paysage typique, une mentalité, un hymne et bien sûr un drapeau,
et voilà, et là c'est en gros c'est l'essentiel de ce que vous avez besoin pour pouvoir définir le patrimoine national. Comment ça s'est organisé alors la construction de ce patrimoine? En fait, il y a des lettrés, donc c'est des gens issus des universités de la petite bourgeoisie, qui étaient issus notamment, je pense en France par exemple, c'est beaucoup des gens qui étaient issus des révolutionnaires par exemple, ou de la classe bourgeoise quoi, qui avait été moteur dans la Révolution française, qui vont organiser des collectes pour récupérer le patrimoine ancestral régional. Voilà, donc en fait ils vont se balader. Ça part beaucoup d'Écosse, hein, on en parle beaucoup dans le livre, ça vient beaucoup d'Écosse, il y a beaucoup de gens en Écosse, et en fait, ce qu'ils ont fait au Royaume-Uni, c'est qu'ils ont récupéré des vieux poèmes d'Écosse, comme ça, et puis ils les ont mis au goût du jour, ils les ont remis au milieu on va dire de la culture parmi l'aristocratie, quoi, parmi les élites, et ils se le sont appropriés pour en faire un patrimoine du Royaume-Uni, et plus que de l'Écosse. Voilà. Et donc en fait c'est un peu comme ça que ça se déroule, donc on va là-bas, ça part beaucoup, au départ c'est beaucoup la langue, hein, on va en parler après, c'est beaucoup la langue, des poèmes, des chants, c'est ça les premières choses qui sont répertoriées pour définir un peu un patrimoine ancestral régional. Voilà. Et donc cette collecte, cette façon de collecter les choses, de les référencer si vous préférez, ça a mené beaucoup, au 18e mais surtout au 19e, ça a amené beaucoup de compétition entre les nations. Hein, parce qu'on se basait sur ce qui était fait à côté. C'est-à-dire que si par exemple dans une exposition universelle ou dans des foires régionales, vous aviez des gens qui ramenaient des chants de Finlande, enfin les Finlandais par exemple qui ramenaient des chants de Finlande d'il y a 1000 ans, fallait que tout le monde ait des chants de Finlande d'il y a 1000 ans, parce que sinon vous étiez quelque part inférieur par rapport aux autres. Et donc c'est pour ça que les identités nationales, en fait, elles sont toutes similaires dans leur construction, et surtout il y a une idée qui est intéressante, qui est un peu l'axe général du livre d'ailleurs, c'est que les identités nationales, en vérité, elles sont basées sur les échanges internationaux. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont copié ce qui se faisait à côté pour pouvoir faire pareil. En gros, c'était une espèce de mode de construire l'identité nationale. Alors, évidemment, il y a un nombre d'œuvres dites antiquité nationale qui sont en fait des bribes comme ça et qu'on a remis au goût du jour. Hein, donc, je parlais des poèmes tout à l'heure, mais en fait, il y a plein de mecs, voilà, ils ont récupéré des poèmes à droite à gauche où ils avaient quelques lignes ou quelques trucs, puis ils vous retapaient ça, puis ils vous disaient, oh, j'ai trouvé un manuscrit d'il y a 500 ans, machin, tiens, hop, et voilà, et les mecs, donc il y a eu des faux, il y a eu pas mal de choses. Et voilà, il y avait une concurrence, et comme il y avait une concurrence, ça a ouvert la porte à beaucoup de liberté sur l'authenticité, hein, de beaucoup de choses, des origines, des chants, des manuscrits, quand vous retrouviez des vieux poèmes, et même après, quoi, voilà, on a essayé comment dire, enfin, on a mis au goût du jour, c'est pas on a essayé, on a mis au goût du jour, et on a pas mal brodé autour de tout ça, même si évidemment c'est toujours basé au départ sur des choses réelles quand même. Il y a pas complètement des inventeurs. Dans cette collecte, la France, hein, donc notre pays, il a une position particulière. Oh, comme c'est surprenant. Bah ouais, il fait pas comme tout le monde. Ça c'est très surprenant, parce que la France en fait, dans son patrimoine, elle inclut tout ce qui est dans le territoire national. Ça veut dire que quand ils ont commencé à collecter les chansons, ils sont allés chercher les chansons en Corse, en Lorrain, en Breton. Alors vous vous dites, bah ouais, c'est normal, mais oui, parce que toi t'es français, tu comprends ce truc-là, mais faut voir que dans les autres pays, c'est pas forcément ça. Il y a eu une question linguistique qui était centrale, et c'est ça des fois on va y parler après, dans la phase B. Il y a eu cette question linguistique, elle a des fois justement séparé les gens, plutôt que les rassembler. Nous en France, en fait, c'est vrai que c'est surprenant, parce que on sait que les républicains, ils ont été extrêmement brutaux pour imposer le français comme langue officielle, hein, ce qui n'était pas le cas sous la monarchie. Il faut le rappeler, la monarchie en France, la monarchie française, elle avait imposé le français pour les documents administratifs et pour les écoles et puis les universités, enfin les trucs nationaux. Mais pour tout ce qui était la région, le roi, il laissait vivre les gens comme il voulait. Bien sûr, le républicain, lui, quand il prend le pouvoir, il a une autre façon de voir les choses, et donc il faut que tout le monde parle français. Voilà, c'est une obligation. Et même d'ailleurs, on a interdit de parler les langues régionales, tout ça, ça a été interdit. Donc c'est même plus loin qu'il fallait oublier son passé pour devenir un espèce d'homme nouveau, un nouveau français. Donc là, c'est pareil, en fait, les républicains,
quand ils incluent les chansons, le patrimoine corse, le patrimoine lorrain, le patrimoine breton, linguistique, hein, je veux dire, ben en fait, eux, ça leur permet de se projeter encore plus en avant et de s'affirmer comme européen. Voilà, parce qu'ils disaient, regardez, il y a du scandinave dans le lorrain, il y a du grec dans le provençal, il y a de l'anglais dans le breton, hein, il y a du boche dans l'alsacien, et ainsi de suite. Et en fait, les Français, les républicains français, en faisant ça, ce qu'ils essayaient de montrer par la diversité interne de la France, c'est qu'elle était le centre de l'Europe. Hein, et donc, quelque part, toujours dominante culturellement par rapport au siècle précédent sous la fin de la monarchie. Voilà. Donc, ils ont quand même essayé de garder cette poste de numéro un. Et puis surtout, il y avait un message européen dedans, c'est-à-dire que effectivement, la France c'est le terroir de l'Europe, quoi. C'est le centre, le pivot de l'Europe. Donc faut bien comprendre par exemple que début 19e, c'est-à-dire qu'au moment de Napoléon, chez nous, là, les nations elles ont pas d'histoire, et que fin 19e, c'est-à-dire au moment voilà, de l'unification italienne, quoi, on va dire, si c'est ça doit être le dernier grand événement avant la Première Guerre mondiale, je pense, quelque chose comme ça, au niveau européen, bah, ils ont toute une histoire, quoi. C'est-à-dire que tout le monde, pendant ce siècle-là, tout le monde a écrit un petit roman qui servait à expliquer d'où vient le peuple, les Gaulois, machin, truc muche. Et oui, parce qu'en fait, comme je le disais, c'était plus l'appartenance militaire ou la dépendance à un souverain qui racontait l'histoire. C'était l'histoire du peuple. Donc les collègues se sont déroulés pendant tout le siècle, hein, parce que comme je vous avais vu tout à l'heure, il y avait une liste, donc on a commencé par la langue, raconter l'histoire, et puis après ça a été les monuments, les nations, les paysages, enfin les nations, les monuments, le folklore, donc les costumes folkloriques, les paysages, donc en fait au fur et à mesure, ça a duré peut-être pendant 150 ans, quoi, au fur et à mesure on a agrégé comme ça, on a étendu, si vous voulez, le rayon d'action de l'identité nationale, à chaque fois de plus en plus grand et de plus en plus large. En même temps on va dire en même temps qu'il y avait une appropriation générale par l'idée nationale de la culture en grand, quoi, si on peut dire, il y avait en même temps la phase B, hein, donc l'agitation patriotique, ou moi je l'ai renommé aussi également l'unification nationale, qui avait lieu. Donc faut bien comprendre que c'est des dynamiques, hein, qui se mettent en place, et que il n'y a pas des étapes, même s'il y a des tournants, mais il n'y a pas des étapes pures. Donc fin 18e, c'est-à-dire au moment chez nous de la Révolution française, la question linguistique, elle est centrale. Elle est centrale parce qu'elle permet de remettre en cause une vision de l'Ancien Régime. Hein, donc j'expliquais tout à l'heure le cas français, où les révolutionnaires, les républicains, ils vont imposer, voilà, parler français, ça devient un devoir. C'est plus, voilà, alors que le roi, lui, il jugeait pas nécessaire de le faire parler par toute la population. Ce qu'il voulait, c'était qu'il y avait des actes, enfin, tout ce qui était national, quoi, donc les actes administratifs et ce genre de choses. Mais il laissait les gens un peu plus de liberté. Et en fait, cette question linguistique, elle est centrale, et elle est centrale en France. Bon, elle a une dimension importante, mais elle est surtout centrale dans l'empire des Habsbourg. Et en fait, c'est début 19e, donc suite à la Révolution française et suite à la révolution des idées qui se diffusent partout, l'idée de une langue, une nation, hein, qui est définie par un philosophe qui s'appelle Herder, elle prend son essor pendant ce siècle. Voilà. Et en fait, c'est comme je le disais, c'est une dynamique, c'est-à-dire qu'en même temps que on commence à se dire, ah bah la Finlande c'est les fjords, alors qu'avant personne se disait ça. Voilà, là maintenant n'importe qui vous demandez c'est quoi la Finlande, ils vont vous dire c'est les fjords. Bah avant on se disait pas ça. Et bah là c'est pareil. Avant là-haut on parlait pas spécialement finlandais. Il y avait plein d'autres langues qui étaient là, du russe, du boche, du ce que vous voulez. Et puis à un moment donné, bah non, si vous voulez être finlandais, en fait faut parler finlandais, tu vois. Et c'est donc pendant le 19e siècle, il y a beaucoup de langues nationales qui sont devenues référentes, parce qu'avant il y avait plus de mixité, je dirais, linguistique qui existait. Et c'est assez au même temps dans le 19e, donc en même temps qu'on racontait l'histoire du peuple, bah, qu'on a donné une histoire ancestrale à la langue. C'est pareil. Donc c'est un peu surprenant, bon, sachant que comme je le disais que la France c'est un cas à part dans tout ça. Mais faut bien voir que voilà, c'est ce que donc l'auteur c'est ce qu'elle souligne de manière importante, hein, c'est que l'empire des Habsbourg c'est le berceau des nationalités. Donc pour nous, on a une autre vision en France, parce qu'on a une vision comment dire,
nationale depuis, on va dire, plus longtemps, à cause quand même de l'héritage des rois. Dans l'Empire central, là au milieu, là, dans l'Europe centrale, c'est très différent. Et il y avait un empire qui a conquis toute l'Europe pendant très longtemps, et donc, c'était, quelque part, il était militairement unificateur. Et, euh, et donc, il y avait pas vraiment de problème à ce niveau-là, mais quand ils ont commencé à penser national, bah évidemment, un Hongrois, c'est pas la même chose qu'un Autrichien, c'est pas la même chose qu'un Tchèque, c'est pas la même chose qu'un Allemand, enfin, il y a même pas les Allemands à ce moment-là, puisque l'Allemagne est encore morcelée, c'est pas la même chose qu'un Polonais, enfin, vous voyez bien le problème. Et donc, effectivement, dans l'Empire Habsbourg, la diversité de langage, elle est très grande. Voilà, il y a je sais pas combien. Et donc, évidemment, à partir du moment où vous commencez à dire une langue, une nation, eh ben, chaque personne va commencer à se morceler avec le reste des sujets impériaux, je dirais. Je sais pas comment on dit exactement, mais voilà. Et ça va causer des sentiments nationalistes au sein de l'Empire, hein, ce qui est logique. Hein. Et, euh, et donc, ça va créer un autre problème. Cette idée, c'est que à partir du moment où vous dites ah ben on n'est plus soumis euh, à la comment dire, on n'est plus unifié par le fait qu'on soit tous des membres de l'Empire, dominés par une armée, mais que c'est notre langue qui détermine notre autonomie et notre nationalité, et ben au bout d'un moment vous retournez, et puis en vrai, c'est-à-dire qu'elle s'arrête où ma langue, hein, à quelle frontière? Elle est où la frontière? Voilà. Et donc ça va créer énormément de tensions dans l'Empire Habsbourg, hein, et l'autonomie des peuples, euh, elle sous-tend la définition des frontières. Et cette définition des frontières, elle sous-tend un problème de minorité nationale. C'est-à-dire, par exemple, vous aviez plein de Tchèques qui vivaient en Bohème, en Allemagne. Et donc eux, bah, vous leur dites quoi? Vous leur dites, ça c'est peut-être des siècles qui sont là, les mecs, mais vous leur dites, ah, bah, vous parlez pas allemand, donc bah, t'es allemand, t'es pas allemand. Oui, mais moi je suis là depuis longtemps. Bah oui, mais tu parles tchèque, donc en fait tu dois être de l'autre côté de la rivière, et pas de ce côté-là. Ou sinon tu peux être de ce côté-là, mais t'es plus allemand. Et donc tu peux être discriminé, t'es une minorité. Donc c'est voilà, c'est le problème, c'est que dans l'Empire, les problèmes d'identité, en fait, ils étaient fondus, parce que vous aviez, comment dire, une certaine liberté, et vous aviez une puissance militaire qui surplombait le tout. Dans le cadre d'État-nation, bah, vous avez la question des frontières qui ressurgit, et la corollaire qui ressurgit à cette question des frontières, c'est le déplacement de population, on va dire, mixte, quoi, qui émerge. Alors, dans le livre, ce qui est développé aussi, et, qui est pas mentionné, mais l'idée qui est développée, elle mentionne pas l'origine. Donc moi, je vais rajouter mon petit commentaire. Mais l'idée qu'elle développe, c'est que, paradoxalement, la construction des identités nationales dont on vient de parler, en fait, c'est toujours dans une dimension européenne. C'est toujours dans une dimension européenne. C'est-à-dire que les gens, en fait, euh, par analogie avec ce qui se faisait dans la science, hein, et donc là on se rappelle que au 19e, c'est voilà, 1853 je crois, ou 55, vous avez Darwin, hein, ou 57 ou 67, là bon, vous avez Darwin à l'origine des espèces, et Lamarck qui explique la même chose un peu différemment, l'origine des espèces aussi. Tout ça c'est au milieu du 19e. Donc pendant ce 19e siècle où il y a le courant, enfin la mentalité évolutionniste, on va dire, elle croît énormément et elle se développe énormément, elle impacte toute la pensée intellectuelle. Et donc évidemment, cette idée de construction nationale, qui est une émancipation par rapport à l'ancien régime, ça en fait partie. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, par analogie, les mecs, ils ont voulu à chercher à mettre toute l'Europe à une source commune. Voilà. En se disant, en fait, on vient tous du même endroit, hein, et c'est comme ça que naît l'idée de indo-européenne. Voilà, donc les gens qui savent peut-être pas, moi je me suis pas trop documenté, mais de ce que j'ai compris du concept, c'est que en fait on vient tous on viendrait tous là, des Gaulois aux Allemands, au Nord, qui vous voulez, là, les Scandinaves et tout, on vient tous une espèce de tribu qui venait du centre de l'Europe. D'ailleurs, on nous explique souvent que voilà, les Visigoths, les Goths, les Francs et tout, c'est des gens qui venaient de là, et c'est eux qui ont peuplé l'Europe et qui ont conquis et ensuite peuplé l'Europe. Et, en fait, cette idée-là d'origine commune, ça permet, comment dire, de mettre en valeur le fait que on est tous frères,
hein, on est tous frères européens, mais en même temps, on a évolué différemment. Donc ça rejoint cette idée on va dire, de Darwin, quoi, de sélection de la meilleure espèce. Là, je me rappelle, le terme m'échappe là pendant que j'enregistre, mais voilà, de l'origine des espèces, quoi, où c'est la sélection naturelle. Voilà. Et là, ce serait la même chose, un peu différemment, appliquée à la culture européenne, si vous voulez. Par exemple, les frères Grimm, hein, donc les frères Grimm, c'est les contes, là, c'est une référence en Europe au 19e pour la construction de l'Antiquité nationale, hein, du patrimoine national. C'est des mecs ils ont fait, ils ont fait référence pendant ce 19e là. Bon, bah eux, leur idée, c'est que elle est multiculturelle. C'est-à-dire que les contes allemands, en fait, donc les contes des frères Grimm, là, comme ils ont fait leurs contes, ils sont issus d'une culture générale européenne qui s'est diversifiée selon les peuples au fil du temps. Voilà. Ce qui induit, donc cette idée-là, elle induit en fait qu'il n'y a pas d'identité nationale, il n'y a pas d'antiquité nationale sans trésor commun européen. Et que donc il n'y a pas de nationalisme patriotique, hein, sans cosmopolitisme intellectuel. Donc ça veut dire qu'en fait, la construction des identités nationales, dès le départ, elle a été construite pour faire une espèce de confédération européenne, si on veut. C'est-à-dire qu'ils ont rêvé l'Europe, et pour rêver l'Europe, ils se sont dit, l'Europe, c'est un tout avec une riche diversité, donc on va, comment dire, mettre en exergue un peu cette diversité, mais il y a toujours cette idée d'origine commune, de on est tous frères, machin, en Europe. Voilà. Bien sûr, cette idée d'évolutionnisme, hein, d'origine commune à tous, et avec une diversification, y a d'autres personnes qui vont l'interpréter différemment. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous un peuple frère, sœur, machin, tout ce que vous voulez. Non, c'est que s'il y a un départ et il y a une arrivée, et à l'intérieur, il y a une hiérarchie. Hein, vous voyez où je veux en venir. Et donc effectivement, on va avoir aussi le discours racialiste, hein, qui va émerger dans ces années-là. Donc là, par exemple, il y a un Français, moi je connaissais pas, là, Joseph de Gobineau, hein, qui a fait un essai sur l'inégalité des races humaines en 53, et je pense que 53 c'est la même année que Darwin. Donc c'est pour montrer que ce discours-là, en effet, il peut soit vous mener, on va dire, à une idée apaisée de coexistence générale dans la diversité bisounours, soit vous mener à une idée de hiérarchisation complète et totale, on va dire, pour légitimer quelque part la domination de certains sur d'autres. Donc, parce qu'en fait, à la fin, c'est ça, si vous voulez. En fait, par exemple, Monsieur Gobineau, là, de Gobineau, lui, il va dire, en fait, comme il y a une origine commune indo-européenne, il y a une pureté par rapport au départ. C'est-à-dire que plus je suis proche de l'indo-européen, plus je suis un homme pur. Tu vois. Donc, en fait, c'est là qu'on va classer, c'est à cette époque-là qu'il y a le gène arien, qui est déterminé comme gène central, hein, qui sera repris dans les années 30 hein, par les national-socialistes pour déterminer, voilà, qui détermine le fait que vous êtes un homme pur ou vous n'êtes pas un homme pur. Alors l'auteur, lui, elle fustige pas ce discours-là, en fait, elle le trouve logique. Elle dit, parce que si au départ, c'est concentré sur l'établissement d'un patrimoine culturel commun pour définir l'appartenance à la nation, en particulier avec la langue, comme on l'a dit, ça c'est un critère qui reste quand même flexible, parce que la langue ça peut s'apprendre. Donc tu vois, imaginons que je parlais des Tchèques de Bohême tout à l'heure, les Tchèques de Bohême, on leur a dit maintenant il faut parler allemand, ok, vas-y, on peut devenir, on peut apprendre l'allemand, et puis dans une génération, les enfants, hop, c'est fini, tu vois, ils parlent tous allemand, et puis basta, on n'en parle plus, et puis t'es allemand, puis voilà. Alors que le critère biologique, lui, si tu veux, c'est pour les gens qui veulent aller plus loin que ça. Ils se disent, mais nous, parler une langue, ça ne justifie pas. La réalité, elle est biologique. Hein, on est une espèce, on est divisé en sous-espèces, machin. Et donc, une fois la question de la nation définie, hein, à l'intérieur de cette nation, vous avez la question des rapports de force qui surgit. Et donc, en fait, par le sang, hein, par la biologie, hein, par le gène, on est capable d'exclure de la nation même ceux qui se sont appropriés la culture de cette nation. Hein. On pourrait le renvoyer en France aujourd'hui. On a des discours de gens qui vous disent non mais les enfants, les halogènes, là machin, les enfants de l'immigration, c'est pas des Français. Voilà, parce qu'eux ils ont pas de gène français, enfin de gène arien, même je dirais. Ou voilà, comme si les mecs eux savaient qu'ils avaient des gènes ariens. Mais bon, ça c'est une autre question. Et en fait, pour l'auteur, c'est une réponse simple à un besoin de hiérarchie. Voilà. Elle précise aussi que en même temps, tu hiérarchises, donc ça te permet de justifier un certain impérialisme, hein, d'une nation sur une autre, hein, tu vois, parce que comme je disais plus au début, si t'es plus pur, t'es au-dessus, hein, donc si t'es au-dessus, t'as peut-être plus de droits que celui qui est en dessous, voilà. Et
Alors que normalement, dans la nation, tu vois, comme en République, là, comme on est, hein, normalement, on est tous égaux, tu vois, et les nations doivent se respecter entre elles, normalement. C'est-à-dire que moi, je dois respecter le fait que la Tchéquie, même si c'est un pays de 8 millions d'habitants, ou la Suisse, là, qui est un petit pays de 8 millions d'habitants, machin, bah, je dois respecter le fait qu'ils ont un patrimoine, machin, et je dois pas avoir envie d'envoyer mes tanks pour qu'ils deviennent de Français. Hein, voilà. Donc, faut pas... Donc, ce qu'elle veut dire en fin de compte, c'est qu'il faut pas non plus, comment dire, se radicaliser quand on lit les textes du 19e. Ça, elle le précise, et je pense qu'elle a totalement raison. Hein, c'est-à-dire qu'à l'époque, utiliser le mot race, c'était banal. C'est vrai que là, aujourd'hui, si on lit, par exemple, Gobineau, son livre, c'est l'inégalité des races humaines. Aujourd'hui, là, dans notre société hyper sensible, là, on peut voir avec George Floyd et tous les trucs, t'as l'impression, il a dit le mot race, genre c'est un gros mot. Mais bon, il y a 200 ans... les gens, ils regardaient les choses de manière un peu plus froide, on va dire. Et voilà, bah, il y avait, pour eux, ils appelaient ça des races, quoi. Bon, c'est comme ça. Hein. Donc voilà. Et c'est vrai que tu as donc, dans cette collecte générale, dans cette dynamique de définition de la nationalité par le patrimoine, bah, y a une exaltation de la pureté et puis un peu de la supériorité, je dirais, nationalisto raciale, hein, qui s'exprime également. Autre point qui est intéressant aussi dans le livre, c'est que en fait, cet évolutionnisme-là, cette dynamique qu'elle a de croître la nation, eh bien, elle va induire le discours réactionnaire également. C'est-à-dire que, si vous voulez, en vérité, aujourd'hui, même quand on dit ouais, les nationalistes et tout, mais en fait, c'est tous des gens, les réactionnaires, là, les nationalistes, c'est tous des gens qui ont 150 ans d'histoire, en vérité, pas plus, quoi. Idéologiquement parlant, je parle. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est quelque chose que moi, j'avais pas pris en considération. Mais en fait, elle explique que comme la nation, c'est défini comme un organe immuable et imperméable au temps. Hein, je prends l'exemple des Français. Pour nous, on se dit la France, ça remonte au temps des Gaulois. Les Gaulois, c'est avant Jésus-Christ, quoi. C'est moins 2500. Donc c'est un truc, pour un être humain, 2500 ans, c'est inconcevable, c'est trop loin. Donc c'est perdu au fin fond du temps. Hein. Bah, y a quelque chose qui fait peur, c'est qu'on a l'impression qu'elle peut disparaître, cette nation, qu'elle peut mourir, quoi. Et donc c'est comme ça que courant XXe siècle, hein, notamment au début du XXe siècle, il y a beaucoup de discours sur la décadence de la nation et sa déliquescence, hein, qui naissent. Aujourd'hui, on l'aurait encore un peu, on va dire, avec le Rassemblement national, peut-être un peu. Et encore, maintenant, ils ont vachement changé là-dessus, mais le Front National, peut-être, était plus calé sur ce type de discours, mais c'est beaucoup les discours aujourd'hui très la vraie extrême droite française, quoi. Donc c'est des tout petits partis parce qu'ils représentent pas grand chose, mais qui disent ça, c'est la décadence de la nation, sa déliquescence parce que les halogènes, machin et tout ça. Et donc effectivement, cette peur, donc c'est ce que je disais, voilà, elle amène soit la dénonciation des éléments décadents, hein, donc c'est un discours xénophobe et antisémite, ce que nous dit l'auteur, souvent, hein, pas toujours. Ou sinon, elle amène au discours réactionnaire qui est au besoin de régénérescence, c'est-à-dire, en gros, le discours pro-Pétain, quoi. Travail, famille, patrie, faut revenir à des idées d'avant, machin, des idées, voilà. Donc, donc c'est intéressant parce que, en fait, même le discours, voilà, vichiste, on va dire, bah, lui aussi, il est récent, quoi. Il remet pas en cause la construction nationale comme elle a été faite juste avant. En fait. À l'aube du XXe siècle, on va dire que toutes les listes identitaires en Europe sont figées. Hein. Donc les nouvelles nations, donc par exemple l'Italie, ou celles qui sont issues de la séparation de l'Empire Habsbourg, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'ils se séparent, mais voilà, je pense à l'Italie que je connais mieux. Toutes elles sont à peu près, elles ont toutes un patrimoine commun qui se ressemble et qui est général. Et donc on est prêt pour entrer dans la phase C, hein, qui est la culture de masse, comme elle l'appelle, ou moi je dirais plutôt la marchandisation du patrimoine national. Donc il faut voir qu'en fait, au fur et à mesure du 19e siècle, l'idée nationale, elle a accompagné l'intensification des échanges commerciaux, les nouveaux modes de production. En somme, elle a accompagné toute la modernité, hein, donc le développement lié à la révolution industrielle, le changement des façons de vivre, en la contrebalançant par une continuité historique intemporelle. Hein, qui repose sur la préservation d'un héritage. Donc en fait, ça a permis la modernité a pu se développer comme ça rapidement, parce qu'en même temps, on a développé rapidement et fortement une idée de préservation d'un héritage. Voilà, et on a vendu comme ça aux gens
euh, plein de choses, plein de nouvelles choses, mais qui étaient en fait juste une manière de développer le commerce. Et ça, faut pas l'oublier non plus. C'est pour ça, par exemple, que euh, on a pu, par exemple, là aujourd'hui, non mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit, il y a une différence de perception, mais c'est vrai que des fois on se dit, ah tiens, je suis en train de voyager, et puis je vois des Anglais, ils ont une coque pour iPhone avec un drapeau de l'Angleterre, c'est vrai que tu vois pas ça avec la France. Bah oui, parce qu'en fait, chez eux, ils s'en sont beaucoup plus servis pour vendre des trucs que chez nous. Mais cela dit, nous aussi, on l'a fait. Nous, c'était le régionalisme. Mais eux aussi, ils l'ont. Et c'est ça qu'on peut identifier. C'est ça qui s'est passé au 19e siècle. C'est-à-dire qu'en développant ce discours national, identitaire, on a permis de la croissance économique. Voilà, ça c'est une idée qui est intéressante, qui est fortement développée dans le livre. Voilà, la modernité, on a pu l'accepter, et on a pu aussi contrer les nouvelles catégories qu'elle créait, cette modernité. Hein, je pense en premier lieu aux classes sociales. Hein, il suffit de lire Marx, Proudhon et ces gens-là, et dans l'idée de révolution, enfin dans la révolution idéologique qui a suivi la chute de l'ancien régime, vous avez aussi l'émergence du prolétariat, de la très grande bourgeoisie, et donc ça c'était des classes qui morcelaient, on va dire, la nation. Et l'idée nationale, comme je le disais tout à l'heure, en hissant le patrimoine commun au-dessus de tout, bah en fait elle a pu, comment dire, les réconcilier entre guillemets, pour éviter qu'ils soient tout le temps en frontal. Voilà. Euh, donc c'est un élément crucial, hein, cette unification des goûts, cette unification on va dire de patrimoine. Au-delà des différences sociales, c'est un enjeu crucial. Voilà. C'est ça qui va permettre à la classe prolétarienne en fait de rester intégrée à la nation. Hein. Et ça, c'est les classes dirigeantes, donc la bourgeoisie, effectivement, ça l'embêtait beaucoup parce que c'était compliqué pour elle de gagner beaucoup d'argent, d'avoir des gens qui étaient très pauvres, et puis de rien faire pour que ces gens pauvres se sentent proches des gens très riches. Voilà. Donc mécaniquement, alors je sais pas si ils ont développé, ça elle l'explique pas dans le livre, mais on va dire que ça s'est fait peut-être naturellement. La grande bourgeoisie, elle a développé aussi cette idée nationale, ce goût pour le patrimoine folklorique. Et grâce au nouveau mode de production, bah, vous avez pu commencer à faire des objets, on va dire, typiques, à faible coût, que les prolos ils peuvent s'acheter pour être contents d'être, voilà, pour orienter on va dire, leur attention, au lieu que ce soit sur la lutte de classe, bah, ça va être sur la lutte pro-français, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au lieu de se sentir, euh, euh, problé- euh, en contradiction avec la classe bourgeoise, quand vous êtes par exemple mineur dans le Nord, au lieu d'être en désaccord avec le patron de la mine, eh ben, par ce biais-là, hop, vous êtes plutôt contre les Allemands. Hein, voilà, pour essayer de se remettre dans le contexte français de fin 19e, par exemple. Donc le folklore, il a été promu comme art de référence. Bon, c'était pour éduquer la masse, hein, et puis l'intégrer à la nation, voilà ce que je viens de dire. Et puis il y a aussi ce côté nationaliste. Il faut voir qu'à ce moment-là, il y avait aussi, notamment début 20e, il y avait l'internationale communiste, hein, qui a explosé là, après 1917. Et donc, voilà, toute cette marchandisation de la nation, ça permettait de résister à toutes ces idées-là, aux tentations révolutionnaires, au communisme. Voilà, c'est pour ça que ça s'est monté jusqu'en 1939, quoi, on peut dire. Euh, alors, il y a une autre idée qu'a développe l'auteur là-dedans, c'est que euh, quand il a fallu, comment dire, quand il a fallu unifier les langues nationales, en fait, ça a beaucoup été aidé par l'imprimerie. L'imprimerie, c'est un business qui, au début, ils écrivaient avec des livres en latin. Et puis à un moment donné, ben, ils avaient plus de livres en latin trop à vendre, quoi. Et puis il y avait un nouveau lectorat qui était en train d'émerger suite à la chute de l'ancien régime, avec la bourgeoisie et les femmes. Et donc, bah, l'imprimerie, elle a permis d'unifier les langues et de faire des nouveaux auteurs. Hein. Et puis ça, c'est tous les romans du 19e, hein, de Maupassant, Zola, machin, Hugo, là, qui tu veux. Tous ces mecs-là qui ont écrit des livres qui parlent de la bourgeoisie. Et en fait, par là, en même temps, ça a permis également l'unification des langues nationales. Donc il y a
il y a d'autres idées qui sont développées dans le livre sur ce lien entre le commerce et la construction de l'identité nationale. Par exemple, le fait qu'on définisse des parcs nationaux, qu'on classe des anciens quartiers, voilà, qu'on multiplie les protections pour préserver le patrimoine, mais en fait tout ça a débouché sur le tourisme. Hein, et donc le commerce qui va avec, et aujourd'hui, on peut même dire la dénaturation totale qui va avec, c'est-à-dire que en voulant préserver le truc, au final tu l'as totalement perverti, quoi. Et en mettant comme ça le tourisme dedans, en fait on a modifié aussi plein de choses, c'est-à-dire que par exemple, vous êtes un village dans le sud de la France, on vous classe monument historique, donc ça vous met sur la carte, clac, ça fait venir des gens, mais vous avez rien à proposer. Vous allez inventer un petit festival, ou alors vous aviez un festival des vignerons du coin qui se déroulait en mars, simplement en mars, c'est une période basse en tourisme, hop, c'est pas grave, on décale ça, on le fout en août, au moment où il y a plein de gens, et puis on dit que ça dure depuis 15 000 ans. Ou alors, on invente le truc et on dit que ça existe depuis 1000 ans, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que, on a rajouté la même chose avec les costumes nationaux, quoi, les costumes régionaux. Les costumes régionaux, dans le livre, elle explique qu'il y a plein de fois où les gens, les paysans, soi-disant, donc là, elle parle des empires centraux, l'empire Habsbourg, là, de l'Europe centrale, elle dit oui, en fait, pour les gens avant, tout le monde s'habillait pareil, les paysans, et après, pendant ce 19e siècle-là, non, ils ont découvert des nouveaux costumes, ils ont découvert que chaque région avait un costume traditionnel, et que tout le monde le portait genre dans la vie de tous les jours, alors que les mecs, ils étaient pauvres comme je sais pas quoi. Et derrière, la peinture, elle a repris ça, elle a peint ça. Les romans, ils ont parlé de ça, et c'est rentré comme ça dans les mœurs. Mais en vérité, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait juste que le textile, l'industrie textile, elle a pu prendre certains classiques, motifs typiques. Je pense au kilt, par exemple, ou à certaines broderies. Et puis tu peux les mettre sur des fringues, sur des coussins, sur des couvertures, sur des descentes de lit, sur des et en fait, voilà. Et donc ça, c'est intéressant. Il faut sûrement pas le laisser de côté. C'est clairement expliqué dans le livre, c'est-à-dire que c'est par le développement, que la construction de l'identité nationale, elle est totalement liée au libéralisme économique. Totalement. C'est l'un et l'autre, en fait, ils se sont appuyés l'un et l'autre pour se développer. Et c'est ça c'est une des idées principales du livre qu'il faut. Ouais, je terminerai cette petite présentation, plus que cette présentation, cette petite chronique littéraire, n'est-ce pas, par un petit commentaire personnel. Donc, ce qui ressort clairement du livre, c'est que la nation, c'est quelque chose qui est cosmopolite, de base, comme toute production moderne, limite, on pourrait dire, mais c'est un peu ça, c'est cosmopolite. C'est clairement lié au libéralisme. Je viens d'en parler, c'est-à-dire que l'identité nationale, elle a servi surtout à une époque à développer le commerce. Voilà. Et ça, faut pas l'oublier, parce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une déliquescence du truc. Là, j'ai un discours réactionnaire, mais qui est objectif, c'est-à-dire que c'est en référence à quelque chose qui est lui-même très récent. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que cette façon de vendre des choses folkloriques, c'est né il y a 150 ans. C'est pas né il y a 1500 ans. Et ça, je pense que c'est essentiel de s'en rappeler pour pouvoir mettre en perspective un peu les discours réactionnaires qu'on peut avoir aujourd'hui, savoir si c'est des vrais, s'ils sont bons ou s'ils sont pas bons. Je parle au sens critique du terme. Donc ça nous montre aussi que, par exemple, que comme c'est une construction, l'identité nationale, on a des débats sur ce qui fait partie de l'histoire ou pas de la France ou de chaque pays. Et nous, c'est très intéressant, parce que comme nous, on a une double histoire entre guillemets, entre la monarchie jusqu'en 1789 et on va dire la période révolutionnaire républicaine. Vous avez vraiment, on peut repenser à Mélenchon qui nous dit que la France, ça commence en 1789, qu'avant elle n'existe pas, alors que vous avez 1500 ans d'histoire. Mais c'est une façon de voir les choses,
Et en fait, on comprend mieux ce qu'il veut dire quand on a lu ce livre-là. On dit oui, en fait, pour lui, il n'y a pas de nation française avant, et quelque part, il n'a pas tort. Anne-Marie Thiès a dit elle dirait que Mélenchon, il a raison. Voilà. Donc tout ça, c'est à relativiser. Euh, donc ça, c'est les idées du livre que je pense qu'il faut garder en tête. Et puis voilà, faut pas oublier que l'auteur, elle est clairement pro-européen. Alors évidemment, elle écrit pas ça, elle l'écrit pas ouvertement, encore que, puisque page, je sais plus quelle page, attendez, je vais vous le lire. La dédicace du livre, voilà, la dédicace du livre, elle dit: pour Donatien, Florent, Romain et Amy, à l'avenir européen. Alors effectivement, l'avenir européen, elle s'appuie logiquement sur l'argument classique du besoin d'une économie plus vaste que la nation dans le monde actuel. Donc elle le dit pas, mais pour valider l'existence de l'Union européenne, mais elle parle de l'Europe. Donc c'est extrêmement diffus. Mais c'est une idée qui est bien présente. Faut pas, voilà, elle nous le dit. Et elle a aussi à la fin du livre, les dernières pages sont sur l'identité européenne. Le chapitre, il s'appelle exactement, je vais vous le dire aussi, l'identité européenne. Voilà, j'avais bien retenu. Avec une citation d'Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation? Conférence faite à la Sorbonne le 11 mars 1882. Les nations ne sont pas quelque chose d'éternel, elles ont commencé, elles finiront, la Confédération européenne probablement les remplacera. Et donc vous avez clairement cette idée-là, vous avez clairement l'idée, le discours classique, on va dire de nos élites françaises sur le manque de pouvoir de l'État dans le monde globalisé, avec des acteurs économiques transnationaux, genre les GAFA ou les grands industriels, qui se voient très bien. Et elle dit clairement que en fait, le problème, c'est pas la mort des États, à partir du moment où il y a une force d'unification qui les remplace. Donc elle dit pas l'Union Européenne, mais c'est clairement ce qu'elle sous-entend. Mais elle réclame à condition qu'il y ait une vraie démocratie qui permettra de construire une nouvelle identité commune. Voilà. Donc là, c'est vrai que quand elle dit ça, on se pose quand même la question de savoir dans quelle mesure une langue, une nation qui a été définie il y a 200 ans, peut-être maintenant par RDR, ça va être désuet. Et puis on se demande aussi dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans ce renforcement de la globalité au niveau européen, quoi, de la mise au frigo des spécificités européennes qui est née du libéralisme du 19e, mais qui a quand même marqué fortement et qui quand même est représentatif d'une certaine réalité européenne. Comment ça va se passer par rapport aux gens qui ont des discours racialistes aujourd'hui? Il y en a de plus en plus, c'est quelque chose qui est en train de revenir. Et comment tu vas pouvoir remettre en question toute l'historiographie des peuples pour les faire adhérer à cette espèce de force d'unification qui remplacerait les États-nations. Elle répond pas à cette question, et on se demande si effectivement, quand elle raconte son livre ou elle raconte les collectes et tout, on se dit en fait on peut espérer un avenir européen, mais on est quand même ils sont quand même dans une impasse. Et c'est bien pour ça peut-être que l'Union européenne, dès le départ, ça n'a jamais été fait pour que ce soit une force démocratique et qu'il y ait une identité européenne. Parce qu'en vérité, entre elle, ce qu'elle raconte et ce qu'elle dit, t'as vraiment l'impression que c'est pas possible. C'est juste que c'est antinomique en fait. Il y aura jamais d'unité, il y aura jamais d'identité européenne. Ça n'existera jamais. Il n'y a pas de langue commune, il n'y a pas de patrimoine commun. Je veux dire, le patrimoine commun, c'est l'indo-européen d'il y a 5000 ans, avant que les Visigoths ou je sais pas qui, là, ils arrivent en France, quoi, tu vois. Et tu te dis, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Alors, est-ce que peut-être elle se projette sur l'ultra-individualisation de la société aujourd'hui, qui permet un peu à chacun de se définir comme il veut et au final de se définir dans plus rien? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, avec Instagram, les réseaux sociaux et YouTube, vous avez des micros, même pas des micro-communautés qui se créent partout, qui sont transnationales elles aussi. Et à travers ça, peut-être que c'est ce qu'elle pense. Elle n'en parle pas. Peut-être si je lis son autre livre. Je sais pas si je lirai son autre livre, mais peut-être si je lis Faire les Français, quelle identité nationale? Point d'interrogation. Peut-être si un jour je lis ça, on aura la réponse à cette question. Mais voilà, c'est un peu on va dire
le commentaire rapide qu'on peut faire sur ce bouquin. Voilà, on était le 4 juin 2020 à 11h. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'aurai réussi à faire un commentaire général cohérent, que vous aurez suivi les quelques idées de ce bouquin qui sont développées, qui sont intéressantes, qui permettent de nourrir la réflexion générale. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse. Ciao, bye bye.